Je voulais vous faire écouter un de vos confrères, maître Benoît David, qui est l'avocat de Mohamed Amra. Il était sur France Info, l'individu qui était l'homme le plus recherché de France après l'attaque du péage d'Incarville. 2 agents avaient été tués. Écoutez les propos de son avocat et vous me dites ce que vous en pensez. Ces conditions sont extrêmement difficiles. Il faut rajouter à ça qu'il est réveillé toutes les 2 heures, qu'il est donc systématiquement menotté et que va être mis en place des dispositifs digiaphones avec ses proches. Et en plus, il a été victime de violences de la part de surveillants. Il a déposé plainte pour ça. J'ai eu 2 échos de la part de 2 codétenus qui m'ont indiqué que des surveillants ont mentionné le fait qu'il pourrait être victime de violences de la part de surveillants. Vous avez des preuves ? J'ai 2 témoignages. Toute personne détenue, quelle qu'elle soit, quelque crime qui lui puisse lui être reproché, doit être traité avec dignité. C'est ça l'état de droit. Il en parle de ça, de la mort de ces 2 agents, votre client ? Regrette absolument, même si c'est bien sûr que ces mots sont peu audibles, il l'entend parfaitement, mais il m'a dit que s'il avait su que ça devait se terminer comme ça, il aurait bien évidemment arrêté toute cette opération. Il ne savait pas qu'il pouvait y avoir usage d'armes contre les agents pénitentiaires lors de cette évasion ? Sans doute, alors là je m'avance peut-être un peu, mais sans doute pas jusqu'à ce point-là. Bon, Thibault de Montbrial, faut préciser que vous-même êtes avocat de la famille d'un des agents qui a été tué. Oui. Donc je vais m'exprimer avec la double casquette de président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, au sens donc large des questions de sécurité, et puis également un avocat de la famille d'Arnaud Garcia qui est mort assassiné froidement le 14 mai dernier à Incarville. Je vais vous répondre avec une formule lapidaire. Mon stock de compassion est épuisé. Ma compassion, elle va pour les agents assassinés, pour les victimes de crimes, et elle ne va pas pour les gens qui figurent parmi les éléments les plus dangereux qui vivent et qui agissent sur le territoire français. La chose qui est vraie, c'est que l'honneur de notre démocratie, c'est que les détenus soient traités avec humanité et dignité. Maintenant, s'il y a des problèmes, il faut les dénoncer et il faut qu'ils soient réglés, mais de venir les porter dans le débat public en venant pleurer à la télé, je parle pas de l'avocat n'est que le porte-parole de son client, mais que monsieur Amra vienne par l'intermédiaire de son avocat pleurer sur les chaînes de radio et de télévision, je trouve ça indécent. Thibault de Montbrial sur l'antenne d'Europe 1, 11h36. Gérald Darmanin, je vous propose cette fois-ci d'écouter des phrases peut-être plus personnelles sur sa vie telle qu'elle se déroule aujourd'hui. 2-3 fois par mois, un mec qui rentre dans la chambre. Dans l'appartement de ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de clé. Et le process, c'est que quelqu'un rentre dans votre chambre pour voir que c'est vous. Donc vous dormez avec votre femme, il ouvre la porte. Ouais. Et parfois, c'est pour des trucs importants. Moi, je pouvais pas imaginer quelqu'un frappe. Non, il frappe quasiment. Enfin, vous dormez. Vous dormez, donc je me suis habitué à dormir avec un caleçon, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette procédure qu'on entre dans la chambre du ministre de l'Intérieur pour savoir si c'est bien lui qui dort. J'étais au courant, mais on m'a dit aussi qu'il y avait quand même des coups qui étaient frappés à la porte avant que la porte s'ouvre, ce qui peut éventuellement, pour rester dans l'image très très claire que nous donne Gérald Darmanin, le temps éventuellement de passer un caleçon. Vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous préféreriez être ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice, puisque vous êtes avocat également ? Je suis arrivé à un moment de mon parcours de vie où mon engagement public depuis quelque temps sur ces questions est tel que peut-être que ça arrivera un jour, j'irai là où mon pays a besoin de moi, si c'est le cas. Mais c'est pas une réponse. Ça veut dire où je peux vous répondre les deux, mon général. Mais où est-ce qu'on est le plus utile aujourd'hui ? C'est aussi ça le. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est une bonne question quand même de savoir. Alors, c'est une question intéressante au-delà de mon cas personnel, parce qu'il faut dissocier les capacités des uns et des autres. Je pense que le garde des Sceaux n'a de capacité réelle d'action qu'avec une majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une vraie réforme de procédure pénale à mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer profondément et qui nécessitent la loi. Le ministre de l'Intérieur a évidemment besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a aussi des lois nouvelles qui sont nécessaires, mais ce qui, grâce au niveau réglementaire et à l'impulsion qu'il peut donner à la police et à la gendarmerie, notamment par l'intermédiaire des préfets, il y a des choses quand même sur le terrain qui peuvent être faites au ministère de l'Intérieur. Moi, je serais dans l'absolu, évidemment, puisque c'est mieux avec une majorité pour pouvoir agir, mais ce sont c'est un avenir qui, d'une manière ou d'une autre,
La question se posera peut-être pour moi et je me déroberai pas dès lors évidemment que ce sera pour pouvoir faire des choses. Encore une fois, je pense que les Français, ça me frappe beaucoup quand je me déplace sur le terrain. Je fais à peu près 2 à 3 réunions publiques pour le centre de réflexion sur la sécurité intérieure par mois. Je rencontre beaucoup de Français et il y a une vraie attente de changement politique. Je constate d'ailleurs que le sondage révélé par Le Figaro ce week-end traduit au niveau national cette volonté de changement politique. Et j'ai l'impression que sur ces sujets, c'est pas fréquent sur tous les sujets. Il y a un consensus de l'opinion publique, mais que ce consensus de l'opinion publique se heurte à un consensus opposé dans l'espace médiatique. Dans l'espace médiatique et puis dans le microcosme parisien. Oui, c'est la même chose. Dont les gens, notamment en province, se sentent de plus en plus éloignés et démunis. Encore une fois, ce que nous a dit Nicolas de Villeurbanne tout à l'heure sur votre antenne, ça c'est révélateur de plein de choses. Mais vous vous souvenez, moi, je vous cite souvent, parce que vous m'avez dit plusieurs fois, il y a peut-être 1 an, 2 ans, tant qu'ils ne seront pas en bas de leurs hôtels particuliers ou en bas de leur immeuble haussmannien, ce petit monde dont vous venez de parler ne bougera pas. Parce qu'au fond, ils ne sont pas confrontés à cette réalité. Oui, mais Pascal, quand on vit dans le 7e, quand on vit dans le 6e, quand on vit dans les beaux quartiers, il n'y a pas un point de deal en bas de chez soi. Mais quand je vous ai dit il y a 5 minutes que la sécurité était le premier devoir qu'a l'État envers ses citoyens, et notamment que les premières victimes de l'insécurité, ce sont les plus défavorisés. Bien sûr. Mais parce que les plus riches, ceux qui ont le plus de chance, ils trouveront toujours le moyen de se protéger. On finira très vite par avoir des compounds comme dans certains pays d'Afrique, avec des murs de 3 mètres et des gardes armés. Les textes existent déjà, qui permettent déjà de le faire. Donc l'avenir de la France, c'est vraiment une France en termes de sécurité à 2 vitesses, où ceux qui peuvent se protéger paieront pour se protéger, et ceux qui ne peuvent pas subiront les affres des islamistes et des trafiquants de stupéfiants. C'est pour ça que je pense qu'on peut agir et que la caste politique actuelle et médiatique bloque la mise en place, notamment, c'est pour ça que j'en parlais aussi tout à l'heure, la réhabilitation de l'usage de la force légitime par la police et la gendarmerie, qui est attendue par 90% de nos concitoyens, et qui est aujourd'hui, qui se heurte aux réticences de l'appareil d'État. Thibault de Montbrial est toujours avec nous, il est 11h40, vous êtes sur Europe 1. Gérald Darmanin a donc donné cette longue interview, 2h30, et c'est vrai qu'il a du talent, Guillaume Pley, parce qu'il se dit des choses qui ne se dit pas forcément dans le ton, dans une interview plus classique à la télévision. Pourquoi? Je ne sais pas. Gérald Darmanin parle cette fois-ci des SMS qu'il échange avec Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Le président de la République m'a envoyé des textos à la cérémonie d'ouverture tous les 3 minutes pour me dire il pleut. Oui. Alors, il y avait des cartes météo. J'étais dans le QG. J'avais un gars de Météo France à côté de moi, j'ai dit mais ça s'améliore. Il fait non, ça s'empire. Ah oui, à la cérémonie d'ouverture. Donc j'ai dit au président, oui, il pleut, mais il peut pas grand-chose, quoi. Moi, il faut que ça s'arrête. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait, ça? C'est drôle ça, parce que c'est... Alors il y a une part de jeu, j'imagine, lorsque Emmanuel Macron fait ça, mais c'est vrai que c'est assez amusant, parce que... pourquoi c'est amusant? Parce que au-delà de tout, ça reste des hommes et qui s'envoient parfois des textos qui peuvent surprendre. Il y avait pendant cette soirée d'autres textos qui étaient échangés au plus haut niveau, pas que entre les deux, le ministre de l'Intérieur et le président de la République, mais entre les responsables de la sécurité. Et jusqu'à la dernière seconde de la cérémonie, jusqu'à la fin de la cérémonie, il y a eu la crainte d'un attentat et donc il y avait une tension sécuritaire. Donc ce que raconte Gérald Darmanin, c'est ce qui permet peut-être d'évacuer la tension, mais il y en a d'autres qui ont peut-être été moins mentionnés, qui étaient le fruit d'une inquiétude élevée.